Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo qui fait suite aux deux dernières vidéos, avant d'aborder les solutions, puisque je vous ai dit que dans la dernière vidéo qu'on était pour essayer de donner des solutions à ce problème de polymorphisme nul du gène qui régule le glutathion, plus précisément le glutathion peroxydase et la glutathion réductase. Donc je vous ai dit qu'on était pour essayer de proposer des solutions, mais je me suis rendu compte que finalement, en regardant les deux dernières vidéos, que je n'avais pas fait le lien entre, ou plutôt la différence entre stress oxydatif et détoxification, plus précisément détoxification de phase 1, parce que je ne voudrais pas que vous compreniez que le stress oxydatif, c'est la détoxification. Ce sont deux choses différentes, bien qu'il y a des liens. Et avant de pouvoir donner des solutions, parce qu'il y a une certaine logique, une certaine réflexion, quand on va essayer de donner des solutions, je voulais expliquer comment le stress oxydatif et la détoxification s'interagissent entre eux. Alors, je n'avais pas expliqué ça pour la simple raison que j'avais expliqué les voies métaboliques et ce que c'était que le stress oxydatif en détail. Et donc, je n'ai pas jugé utile de pouvoir expliquer ce que c'était que le stress oxydatif, encore moins de faire le lien avec la détoxification. Mais maintenant, je me rends compte que finalement, pour pouvoir suivre dans la logique que je vais vous proposer en termes de solutions, je devais expliquer ce lien qui existe, ou cette différence qui existe entre stress oxydatif et détoxification. Donc, tout d'abord, on avait parlé dernièrement que la détoxification était un phénomène biochimique qui se compose en phase 1, phase 2. Alors, je ne vous ai peut-être pas dit que la détoxification se passe au niveau des cellules hépatiques, au niveau du foie, et que la phase 1 était induite par un groupe d'enzymes qui s'appelle le cytochrome P450. Alors, les enzymes du cytochrome P450, c'est un groupe d'enzymes. Ce n'est pas un seul enzyme, c'est un groupe d'enzymes qui vont induire cette voie métabolique qui est la phase 1 de la détoxification. Cette phase 1 de la détoxification, comme je vous ai dit, avait pour objectif d'hydrolyser des toxines qui existaient déjà. Je vous ai expliqué que ces toxines étaient soit des xénobiotiques toxiques, c'est-à-dire des substances qu'on va recueillir de l'extérieur, soit des métabolites qui sont fabriqués par les cellules eux-mêmes, qui sont des déchets, finalement des déchets cellulaires. Et donc, ces enzymes du cytochrome P450, ils vont faire leur travail, ils vont essayer d'hydrolyser tous les enzymes qui vont passer dans le sang, qui vont passer par le foie. Et donc, il se trouve que ces enzymes-là, lorsqu'ils vont essayer d'hydrolyser les toxines, ils vont produire des radicaux libres. Alors, ce qui nous ramène au stress oxydatif. Qu'est-ce que le stress oxydatif? Je vous ai expliqué ça très brièvement la dernière fois, mais concrètement, le stress oxydatif, il ne s'agit pas de problèmes de toxines lorsqu'on parle du stress oxydatif. Il s'agit de problèmes de ce qu'on appelle les ROS, les espèces réactives d'oxygène. Les espèces réactives d'oxygène, finalement, elles sont induites soit par les toxines, soit par l'oxygène qu'on respire lui-même. Donc, l'oxygène qu'on respire ou les toxines, l'oxygène qu'on respire en général lorsqu'on est en état d'activité physique, on va avoir besoin de plus d'oxygène. Donc, la probabilité de produire des espèces réactives d'oxygène sera beaucoup plus élevée. Donc, en général, quand on parle des espèces réactives d'oxygène qui sont produites à partir de l'oxygène de la respiration, on parle en général d'activité physique, c'est-à-dire des ROS qui sont induits à travers l'oxygène qu'on respire, mais en situation d'activité physique. Et encore une fois, j'avais expliqué ça en détail dans l'une de mes vidéos, pas les dernières vidéos, mais des vidéos que j'avais fait il y a quelques mois. Maintenant,
les toxines également produisent des radicaux libres. Sauf que les toxines ne produisent pas des radicaux libres juste comme ça. Elles doivent subir un stress pour pouvoir produire des espèces réactives d'oxygène, ce qu'on appelle communément des radicaux libres. Qu'est-ce que les espèces réactives d'oxygène? Eh bien, tout simplement, c'est une forme d'oxygène qui va produire des électrons qui sont des électrons libres et hyperactifs qui vont détruire tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire des cellules, des membranes, des trucs, voilà. Ils vont se lier à des molécules, à des cellules, ils vont asphyxier la cellule, ils vont modifier, altérer l'ADN, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc on parle ici d'espèces réactives d'oxygène. Là, j'ouvre une parenthèse, je ferai une autre vidéo bien détaillée sur un autre type d'espèces réactives, qui sont les espèces réactives de nitrogène. Les espèces réactives de nitrogène résultent non pas du stress oxydatif, mais du stress nitrosatif. Là, on ne parle plus d'oxygène, on parle d'azote. Et en général, le stress nitrosatif est étroitement lié au stress oxydatif. Le stress nitrosatif ne peut pas se passer sans passer par les voies métaboliques du stress oxydatif. Donc j'avais déjà écrit un article sur ce sujet, j'avais également présenté une revue de la littérature à ce sujet également, je vous mettrai les liens en bas dans la description et je vous ferai dans l'avenir une ou plusieurs vidéos pour expliquer ça. Donc je ferme la parenthèse et je reviens à un autre sujet. Donc ce stress oxydatif qui va produire de plus en plus d'espèces réactives d'oxygène et accessoirement des espèces réactives de nitrogène, eh bien, il se trouve que ce stress oxydatif, eh bien, il sera produit en grande partie par les enzymes du cytochrome P450 qui sont responsables de la détox phase 1. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que c'est des réactions qui sont très agressives, des réactions d'oxydation, des réactions de réduction et des réactions d'hydrolysation qui vont se passer au niveau du foie, au niveau des cellules hépatiques. Et si les enzymes du cytochrome P450 sont stimulées par certaines substances, dont par exemple l'alcool ou la caféine, je vous donnerai d'autres substances également et d'autres facteurs qui permettent d'exacerber les effets des enzymes du cytochrome P450 dans une prochaine vidéo. Finalement, c'est la vidéo où on va parler des solutions. Donc dans cette vidéo, c'est, on va dire, un complément aux deux autres vidéos pour pouvoir bien cerner le problème, parce que c'est un vrai problème. Donc, les enzymes du cytochrome P450, eh bien, ils vont effectuer des réductions, des oxydations, des hydrolysations, qui vont produire des espèces réactives d'oxygène. Ces espèces réactives d'oxygène, eh bien, ce sont, elles, les responsables du stress oxydatif. Le problème avec la solution, ou plutôt une partie de la solution que vous allez avoir dans la prochaine vidéo, c'est que, tout simplement, il existe des enzymes qui sont antioxydantes. Alors là, on ne parle pas des antioxydants non enzymatiques, on parle des antioxydants enzymatiques, notamment ceux que j'explique régulièrement, le glutathion, la superoxydismutase et la catalase. Donc ces enzymes-là, il se trouve qu'elles sont à la fois des enzymes antioxydantes, mais qu'elles sont impliquées également dans la détoxification. On a compris que la dernière fois que la catalase était une enzyme de la phase 1 de détox, et que la superoxydismutase et le glutathion étaient des enzymes de la phase 2 de la détox. Et donc là, on a à peu près c'est-à-dire un double jeu, si on veut dire ça comme ça, des enzymes qui permettent de lutter contre le stress oxydatif, contre les espèces réactives d'oxygène. Il se trouve que le glutathion et la superoxydismutase, qui sont en phase 2,
et la catalase qui est en phase 1, eh bien, ils ont le même rôle au niveau du stress oxydatif, mais ils ont des rôles, on va dire, complémentaires et opposés au niveau de la détoxification. C'est ce qui va poser un petit peu, on va dire, un petit problème, on va dire. Parce que tout simplement, je vais vous donner les grandes lignes des solutions qu'on va avoir et qu'on va voir en détail dans la prochaine vidéo. Je rédigerai également un article à ce sujet que je vous mettrai en bas de la vidéo. Le problème qui se pose, en fait, c'est pas un réel problème. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, on va trouver une solution à ce problème-là. Mais si vous voulez, le problème, c'est que les gens qui ont la mutation du gène qui régule le glutathion, hein, le GSTM1, eh bien, ces gens-là, ils ont une phase 1 qui est très activée, qui est suractivée. Et quand on dit phase 1 suractivée, on dit que les enzymes du cytochrome P450 fonctionnent à plein régime. C'est-à-dire qu'ils produisent non pas seulement des toxines qui sont hydrolysées, prêts à être utilisées, donc qui vont, s'ils ne seront pas éliminés, qui vont être très dangereux pour les tissus. Non pas seulement ça, mais ils vont produire également des espèces réactives d'oxygène. Vous voyez? Donc, également, d'un autre côté, on a la catalase. La catalase qui est impliquée dans ce processus de phase 1. Mais, en même temps, on a le glutathion et la superoxyde dismutase qui sont impliqués dans la phase 2. Donc, quelque part, les gens qui ont cette mutation-là, ils n'auront pas de glutathion. Donc, phase 2 est sous-activée. Phase 1 suractivée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on est obligé de diminuer l'action de la phase 1, c'est-à-dire l'action des enzymes du cytochrome P450, et de booster l'action des enzymes de la phase 2. Je vous dirai dans la prochaine vidéo comment faire. Donc, quand on va diminuer les enzymes, l'action des enzymes de la phase 1, on serait obligé quelque part de diminuer l'action de la catalase, qui elle-même est un antioxydant, qui lutte contre les radicaux libres, donc les espèces réactives d'oxygène, qui sont produites par la phase 1 dans laquelle elle est impliquée. Alors que, en face, on a une phase 2 où il n'y a pas, ou presque pas, de glutathion, on n'a que la superoxyde dismutase, on a compris que la superoxyde dismutase ne fera jamais le travail du glutathion, ne pourra jamais le faire. Donc on manque déjà de glutathion, c'est-à-dire un antiradicalaire, un antioxydant qui est très puissant, on en a beaucoup moins chez les gens qui présentent cette mutation, ce polymorphisme nul, et en même temps on est obligé de diminuer l'action de la catalase. Donc on va se retrouver finalement avec comme antioxydant enzymatique qu'avec la superoxyde dismutase. Là c'est un problème, enfin c'est un petit problème, je vous dirai la solution de ce problème lors de la prochaine vidéo. Et donc j'espère que vous avez cerné un petit peu la relation et même la différence qu'il y a entre stress oxydatif et détoxification. Maintenant, on n'a pas que des interventions au niveau de la phase 1 et de la phase 2, donc je vous ai dit qu'on va diminuer l'action des enzymes de la phase 1, donc les enzymes du cytochrome P450, et on va augmenter la phase 2, donc on va booster la superoxyde dismutase, et on va booster les précurseurs du glutathion. Les précurseurs du glutathion qui sont, en général, le cycle du glutamate et de la glutamine. Donc il y a un cycle glutamate synthétase, glutamine synthase. Donc je vous mettrai le lien d'un article qui explique ce que c'est que le cycle de la glutamate et de la glutamine en bas dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Et donc ce cycle-là, c'est un cycle très important pour régénérer le glutathion.
Également, on a une substance qui s'appelle la 2-oxoglutarate. Alors, la 2-oxoglutarate permet justement d'alimenter le cycle glutamate-glutamine. Donc, ce cycle-là, même qui va produire ou qui va alimenter le cycle du glutathion. Bien sûr, quand on dit alimenter le glutathion, on ne va pas changer l'état des choses. L'état des choses, c'est qu'on n'a pas d'enzymes qui permettent de recycler le glutathion. Les enzymes qui permettent de recycler le glutathion sont le glutathion en peroxydase et le glutathion en réductase. Et on a le glutathion, si vous voulez. Donc, il faut faire la différence entre glutathion et les deux enzymes qui permettent de le recycler, c'est-à-dire l'enzyme qui va permettre de l'oxyder et l'autre enzyme qui va permettre de le réduire. Donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que le gène qui régule les enzymes du glutathion, il est muté, il est inhibé, il ne fonctionne plus, ou il fonctionne moins qu'il le faut. Donc les enzymes, le niveau des enzymes va être bas, donc on aura moins d'enzymes, on aura un cycle de glutathion qui va fonctionner au ralenti. Ce cycle qui va fonctionner au ralenti, on peut le dynamiser en augmentant le taux de glutathion. Quand on augmente le taux de glutathion, il va y avoir un feedback au niveau de ce gène qui, même s'il est méthylé, il va fonctionner à plein régime. Il va fonctionner à plein régime, donc il va accélérer le cycle du glutathion en produisant plus d'enzymes du glutathion qui permettent de recycler le glutathion, notamment la glutathion peroxydase. Donc, vous l'avez compris, c'est un truc très complexe, mais il y a quand même des solutions. Il y a des solutions qui sont viables sur le long terme, voire sur le très long terme à vie, mais il y a des solutions. Donc, globalement, pour résumer les choses, on baisse l'activité de la phase 1, on augmente l'activité de la phase 2, et troisième chose, on augmente l'activité anti-inflammatoire. L'activité anti-inflammatoire. Alors, là aussi, il y a deux choses à distinguer. Il y a l'inflammation systémique, qui est l'inflammation saine du système immunitaire, qui permet également d'éliminer les toxines, d'éliminer des déchets également, de défendre le corps, de participer également à lutter contre le stress oxydatif, etc. etc. Donc cette inflammation qui est induite par les prostaglandines de classe 2, donc les prostaglandines de classe 2, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ça fait, je ne sais pas, 6 mois à peu près. Donc je vous mettrai le lien également dans la description de la vidéo. Donc, cette inflammation systémique, il ne s'agit pas de l'inhiber, au contraire, il s'agit de la renforcer. Je vous dirai dans la prochaine vidéo comment faire. Et il y a également une inflammation de second degré. C'est cette inflammation-là qui va provoquer des dégâts au niveau des tissus. C'est une inflammation pathologique, morbide. Et c'est de cette inflammation que je parle quand je dis il faut avoir une activité anti-inflammatoire. Donc il faut inhiber cette inflammation de second degré. Donc, activité de la phase 1 qui baisse, activité de la phase 2 qui augmente, activité anti-inflammatoire, et puis on va rajouter également d'autres agents protecteurs qui vont permettre également de protéger le foie contre l'activité des enzymes du cytochrome P450, puisque si leur activité est exacerbée, eh bien, ils vont produire plus de radicaux libres, donc d'espèces réactives d'oxygène et de nitrogène, ce qui va altérer les cellules du foie eux-mêmes. Donc, la prochaine vidéo va comporter les détails. Donc la prochaine vidéo et le prochain article va comporter les détails de ce qu'on doit faire lorsqu'on a une mutation du gène qui régule les enzymes du glutathion, donc le cycle du glutathion, ce qui, vous l'avez compris,
constitue un très très gros problème. Alors, juste une parenthèse, la dernière fois j'avais dit que les personnes d'ethnie blanche, de type caucasien blanc, présentent 50% de risque d'avoir cette mutation. Alors ça ne veut pas dire que les Noirs ou les Asiatiques ou les Arabes ou je ne sais qui n'ont pas cette mutation. Au contraire, pourquoi j'ai parlé des Blancs de type caucasien, c'est parce que tout simplement, il y a des études qui parlent de ça. Il y a des statistiques sur ça. Pour le reste des populations, on ne sait pas. Il n'y a pas de statistiques sur ça, mais ça ne doit pas être très loin des 50%, tout simplement parce que la mutation s'est passée il y a 100 000 ans, et quand on dit 100 000 ans, il n'y avait pas 36 000 peuples, il n'y avait pas 36 000 populations, il n'y avait pas 36 000 ethnies. Hein. Donc globalement, c'est une mutation qui touche tout le monde, mais aujourd'hui, on a des données scientifiques qui disent que les Blancs, ils ont 50%, une chance sur deux d'avoir cette mutation. Maintenant, pour le reste, on ne sait pas, mais ça ne doit pas être très loin des 50%, ça doit être à peu près la même chose. Voilà, donc si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, si vous avez des questions également, si vous avez des propositions, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!